Bonjour à tous et merci infiniment de nous recevoir chez vous et bienvenue dans l'hebdomadaire que vous appréciez tant vous êtes sur Afro Web TV et FM Liberté, radio de la diaspora africaine. C'est un honneur encore une fois pour moi de recevoir chacun de vous pour cette émission qui vous tient tant et je reçois 13 invités de marque et vous savez déjà le sujet que nous allons débattre, bien sûr. Merci infiniment d'être avec nous. Moïse Agbeyi dans la réalisation micro pour vous et pour vous servir. Vous pouvez nous aussi nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79 si vous nous suivez en direct sur les réseaux. Excuse-moi. Monsieur Ahmed Dodi, qu'on reçoit, vous êtes citoyen engagé, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Un plaisir, merci infiniment donc de nous gratifier avec votre disponibilité aujourd'hui pour cette émission Avis de la diaspora. Monsieur Folikpo Kofi, vous êtes coordinateur panafricain d'une organisation panafricaine Pyramid of Yahweh. Bonjour. D'échanger encore une fois avec vous sur ce panel. C'est un plaisir, Monsieur Folikpo, qu'on vous reçoit aujourd'hui. Alors, professeur Pinipini, vous êtes également en Europe. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Oui, je vous salue, cher Moïse, je salue tous mes copanélistes, spécialement mon frère Philippe que je vois pour la première fois. Et toute la planète africaine à travers le monde, je le salue. Merci infiniment à tous d'être avec nous. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très honorés de votre présence. La moindre chose que je peux vous demander aujourd'hui, c'est donc de partager cette émission que vous suivez un peu partout et surtout, si vous êtes avec nous, faites partie de la grande famille, n'hésitez surtout pas à contribuer aussi de votre manière à l'édifice, surtout à ce débat qui nous unit aujourd'hui. Et donc, au cours donc de la semaine, une actualité a marqué toute l'attention et fait couler beaucoup d'encre, surtout la sortie du général Tiani suite aux attaques qui ont eu lieu au niveau entre mercredi et jeudi. Et bien sûr, nous allons questionner donc nos panélistes de ce jour concernant ces attaques et surtout la sortie du président Tiani. On commence le tour de table avec professeur Pinipini aujourd'hui. Alors, professeur, comment analysez-vous toute la situation et la sortie surtout donc du président Tiani? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, la situation qui est arrivée, je crois, il y a 3 jours à Niamey, ne nous surprend pas, ne peut pas nous surprendre. C'est une situation qui est consécutive à tout ce qui est arrivé. Il faut savoir que dès le lendemain du coup d'État, comme on peut dire, de Abraham Tiani, de président Tiani et ses compagnons, dès le lendemain, la France a montré qu'il n'était pas question, qu'elle était la maîtresse, pour ainsi dire, du Mali. C'était à elle, disait-elle, de mettre en place qui elle voulait comme président de la République. Ce n'était pas aux Nigériens, de décider. Elle avait refusé catégoriquement le coup d'État, demandant instamment la reprise de l'ancien président Bazoum, qu'il soit remis sur le siège présidentiel. Il n'était pas question que les militaires prennent le pouvoir au Niger, et au point même de refuser que son ambassadeur puisse quitter, de refuser surtout que ces soldats quittent le sol nigérien. Donc c'est pour dire que ça ne nous surprend pas, c'était dans la logique de la France. Nous avons grandi, nous, avec l'idée que le Niger était le pays le plus pauvre d'Afrique, du monde. C'est l'idée que nous avions jusqu'à l'arrivée du président Tiani,
qui vient nous montrer que le Niger est le pays, parmi les pays les plus riches, et que la France vivait des richesses du Niger, même qu'elle vendait, vous imaginez, de l'électricité aux autres pays européens, mais l'électricité à partir des richesses qu'elle produisait à partir des richesses nigériennes et qu'elle ne donnait rien au Niger. Donc aujourd'hui, ces attaques-là viennent parce que, à cause de cette situation du Niger qui a repris sa souveraineté sur ses richesses et notamment sur l'uranium. Le problème c'est celui-là. Ça, c'est un des problèmes. Et l'autre problème, évidemment, c'est celui du franc CFA qui est en train d'agoniser, on le sait, qui passe ces derniers jours. Et là, encore une fois, la France, c'est le Niger qui mène la barque. Et la France en veut à ce régime nigérien qui est en train de lui couper l'herbe sur les pieds. Donc cette attaque qui est arrivée vient dans ce contexte-là. C'est une attaque qui est dans une démarche qui est celle de la France de vouloir garder à tout prix le Niger comme étant son territoire et les richesses des Nigériennes comme étant ses richesses. Et donc les accusations du président Tiani, on pourrait croire que ce serait à la légère. Non, ce n'était pas à la légère. Ce sont des accusations qui sont fondées sur tout cela, parce qu'il faut savoir que le président Tiani et son équipe suivent au jour le jour tout ce que fait la France dans la région et notamment au Niger. Donc il savait très bien, il savait ce qui se préparait. C'était même préparé d'ailleurs par rapport à cela, d'ailleurs, parce que la riposte a été rigoureuse et immédiate, parce qu'ils étaient préparés. Donc ils savaient. Maintenant, quand il apporte ces accusations-là, surtout contre la France et ceux qui soutiennent la France en Afrique, donc ce sont des accusations qui sont tout à fait justifiées. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question que vous me posez. Monsieur Folikbo, analyse. Quelle interprétation faites-vous de la dernière sortie du président Tiani après les attaques meurtrières? Merci Moïse, merci à mon grand frère professeur pour avoir déjà lu mes pensées à distance, parce que il y a pas mal de points qu'il a déjà évoqués et que je voudrais aussi dire en termes clairs comme ça. Si je dois ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire, c'est que d'abord, le général Tiani avait par le passé dit clairement, en termes clairs, que la France passe par le Bénin et la Côte d'Ivoire pour détruire l'Afrique de l'Ouest. Il l'a dit, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, donc il l'a dit. Mais nous n'avons jamais eu une réaction diplomatique ou une réaction judiciaire de la part des autorités françaises comme quoi, ah non, vous nous accusez gratuitement et ce que vous dites là est faux. Non. Les Français, je ne veux pas parler du peuple français, je veux parler des autorités françaises. Donc, les autorités françaises n'ont jamais eu à dire que Général Tiani, ce que vous dites là n'est pas vrai, apportez-nous des preuves. Donc, ils n'ont jamais dit ça. Donc, qui ne dit mot consent. Secondo, le général Tiani a pointé du doigt dans sa sortie la dernière fois Talon, Patrice Talon au Bénin. Il a pointé du doigt Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est quand même tout curieux que ces deux personnalités politiques, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas eu à faire une réaction comme quoi, Monsieur le Président du Niger, vous nous accusez gratuitement, tout ce que vous avancez là
n'est pas vrai. Et il faut qu'il y ait la bonne entente entre nos pays. Tertio, et c'est là le point névralgique. Vous connaissez bien la région des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Et le Niger a toujours eu à mettre sur le tapis la nécessité d'assurer de façon conjointe la sécurité de cette zone-là. Nous n'avons jamais reçu d'informations venant du Bénin, le Bénin de Talon, hein, pas le peuple béninois, le Bénin de Patrice Talon. Nous n'avons jamais reçu un avis favorable, comme quoi, oui, on est prêt à collaborer pour qu'il y ait une sécurité transfrontalière dans la zone des trois frontières là-bas. Et de même que du côté du parc de W. Bon, donc, si aujourd'hui le président Tiani pointe du doigt Patrice Talon comme quoi il favorise l'insécurité à l'Ouest, il y a suffisamment d'indices qui justifient sa sortie. Je ne suis pas, disons, un laudateur du président Tiani. Je m'appuie sur les faits pour donner mon avis. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Amedodi, pour quelles raisons les présidents Alassane Dramane Ouattara ou Monsieur Patrice Talon voudraient donc faire chuter le général Tiani? Comment est-ce que vous qualifiez cette dernière sortie donc de Monsieur le président Tiani? Je vais vous surprendre, mais une fois n'est pas coutume, je vais revenir tout à l'heure sur votre question. Et je crois que l'occasion également, cette occasion devrait nous permettre de faire un peu de géographie. Ok, il y a beaucoup d'entre nous qui attendons parler du Niger, on se le situe peut-être difficilement. Il faut rappeler deux petites choses. Et population, je crois, d'environ, pour les statistiques de 2026, d'environ, disons, 30 millions d'habitants, ok, un peu plus de 29 millions en tout cas et 160 millions de kilomètres carrés. C'est un grand pays. Je crois qu'en Afrique occidentale, c'est le pays le plus large, ok, de l'est à l'ouest, ok. Trois pays limitrophes dans le nord, à savoir comment, l'Algérie, ok, la Libye et le Grand Mali. À l'est, ils ont le Burkina Faso. Il parlait tout à l'heure de la frontière. Et comment au sud, ils ont le Grand Nigeria et le Bénin, dont on vient de parler. Et à l'est, ils ont le Grand Tchad. Donc c'est un pays grand, un pays enclavé, comme vous le voyez. Il n'a pas d'ouverture sur l'océan. Mais le Niger, d'après les données des grandes institutions, ou en se basant sur l'IDH et et l'indice de développement humain, le Niger est ou est resté très très longtemps le pays le plus pauvre au monde. Certains diront non, le pays le plus appauvri. Mon frère Folipo le disait tout à l'heure, et troisième réserve d'uranium dans le monde, l'uranium qui sert à fabriquer de l'électricité, mais qui n'est pas transformé, ok, dans ce pays qui est exporté surtout vers la France, ok, à travers l'industrie urano. Mais de quoi s'agit-il? Avant de nous poser la question, si le président de transition Tiani a raison de faire cette déclaration, ok,
qui a choqué certains d'entre nous. Moi, j'ai été choqué. OK? Je crois qu'il faut se poser la question du bilan. Nous tous savons que c'est en juillet, je crois plus précisément, le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Donc, en juillet prochain, les militaires qui ont pris le pouvoir en mettant fin au mandat de Bazoum vont boucler leurs 3 années de bilan. Je ne parle pas des rapports des ONG que certains peuvent soupçonner être de mèche avec les institutions, les pays qui pourraient vouloir du mal au Niger. Je parle des contacts, des échanges ou voire même des démarches, des études scientifiques, ok, et factuelles. Le Niger, malheureusement, depuis que le général Tiani a pris le pouvoir, est resté dans une situation sécuritaire beaucoup plus grave que ce qu'ils étaient censés venir réparer. D'accord? Donc aujourd'hui, les chiffres sont là. Et en 2 ans, plus de 1400 militaires, je ne parle pas de civils, hein, ont été tués. OK? En 2 ans, sous Bazoum, à peine 100, une centaine de militaires ont été tués. OK? Pendant la même période. Maintenant, certains diraient, ben, ils ont déclaré la guerre aux terroristes, les terroristes aussi leur font la guerre, ça peut expliquer. 1400 militaires tués sur la base des bataillons, la moyenne, c'est 3 bataillons de militaires qui ont été tués. Donc, vous savez, les amis, on peut tout dire. Et j'aimerais que nos amis ou nos frères panafricanistes nigériens qui nous suivent acceptent que nous ne pouvons pas, en tant qu'Africains, ok, qui cherchons le développement de ce continent, se dire que l'état d'urgence qui a été installé après le départ de Bazoum perdure sans que nous ne soyons pas dans la démarche de demander des comptes. Ceux qui ont pris les rênes de ce pays. J'ai dit tout à l'heure 30 millions de vies humaines. On peut se poser la question. On peut parler d'autres pays qui ont le même problème avec des djihadistes, mais qui ont des politiques sociales et de développement. On ne prend pas un pays uniquement pour faire la guerre. J'ai toujours dit sur ton plateau, et je le répète, c'est mon intime conviction. Vous êtes incapable de parler avec vos propres citoyens. Vous déclarez la guerre à vos voisins. D'ailleurs, mon ami Folipo, tu disais tout à l'heure qu'il a raison d'attaquer Macron. Est-ce que c'est tout, est-ce que tout ce qui est blanc vient de la France? C'est pas parce qu'on a retrouvé le corps d'un assaillant, le, le corps de couleur blanche, est-ce qu'on nous a montré la carte d'identité ou le passeport de cette personne-là avant de dire que c'est Macron? OK? Lorsqu'on cite, je crois que le général Tiani a visité le site, donc l'aéroport de Niamey, quelques heures après l'attaque, sans avoir le rapport d'enquête sur ce qui s'est passé et sur l'identité des terroristes et des agresseurs. Comment un chef d'État qui se respecte et qui sait qu'il a des voisins avec qui des relations historiques ont été tissées avec des populations de son pays, peut comme ça, ok, déclarer la guerre ou incriminer ses voisins ou le président d'un pays occidental. Donc, je dis, il faudrait que nous, nous dépassionnons nos débats. Si le problème est ailleurs et qu'il n'arrive à pas le résoudre, et que chaque fois, il se victimise pour dire que c'est deux personnes. Je vais même terminer sur ce point. Moi, certains se sont moqués de moi à mon boulot. Comment ils remercient la Russie? Parce qu'il y a une trentaine de personnes
On nous a dit que 20 assaillants ont été tués et 10 ont été arrêtés. Pour 30 assaillants, il a eu recours à l'armée ou bien la collaboration de la Russie pour les maîtriser. Le général est qui? Moi, je pose ces questions, les amis. Donc, s'il nous plaît, soyons raisonnables. Ce n'est pas parce que nous soutenons la démarche de libération du Niger, du Djou, de la France-Afrique, que nous sommes obligés de cautionner tout ce que ces dirigeants-là font contre leur population. J'espère que dans le sud des développements, on reviendra sur une série de choses. Aujourd'hui, le bilan de 2 ans de gestion de ce pays par le général Tiani et ses collaborateurs s'avère catastrophique sur tous les plans. Les chiffres sont là. Économiquement, socialement et sécuritairement, ce n'est pas bon. Merci. Donc, moi, je dis, sa déclaration, sa sortie ne me rassure pas. C'est comme si il voulait se dédouaner et fuir ses responsabilités. C'est votre avis, c'est pourquoi on appelle cette émission Avis de la diaspora. Vous êtes au bon endroit, vous qui êtes vous venez donc de rejoindre la grande famille des téléspectateurs, des amis internautes. La ligne est maintenant ouverte sur le +1 319 462 89 79. Débat équilibré, contradictoire, dans le respect. Si vous appelez, vous aurez 2 minutes tout simplement pour intervenir ou poser des questions à nos panélistes de ce jour. Professeur Pinipini, vous êtes d'accord avec M. Amedodji? Visiblement, on constate que c'est un échec après donc quelques années et selon donc les dires de M. Amedodji. Alors que révèle cette sortie sur la gravité réelle de la situation sécuritaire au Niger, professeur Pinipini? Bon, je l'ai dit, hein, j'ai dit que je pense le président Tiani n'a pas parlé pour moi, disons, au hasard, seulement pour se dédouaner, je pense pas. J'ai dit, quand nous suivons cet homme-là, le président Tiani, depuis qu'il est là au pouvoir, et quand il parle avec des chiffres, avec des précisions étonnantes. Il a toujours dit qu'il suive les actions, notamment de la France. Et moi, j'ai dit ce que la France a fait contre le Niger depuis que le président Tiani et ses compagnons ont pris le pouvoir. La France a été condamnée par le monde entier, y compris les États-Unis, dans sa façon de se comporter vis-à-vis du Niger après le coup d'État du 26 juillet 2023. Donc, il n'y a personne qui a cautionné ce que la France avait fait. Et malheureusement, elle a continué. Il faut savoir que la France n'est pas accusée que par le Niger. Elle est aussi accusée, surtout par le Mali, depuis des années, le Burkina Faso aussi. Donc, les 3 pays accusent la France. Ça serait pour se dédouaner, mais se dédouaner pourquoi? Donc, je crois qu'ils viennent avec des faits précis. Et c'est la France d'ailleurs qui refuse qu'on puisse parler de ces accusations qui lui sont portées contre lui devant des instances appropriées. Mais les accusations ici sont documentées. Ce ne sont quand même pas des gens qui parlent comme cela. On peut dire effectivement qu'il y a des militaires nigériens qui sont tués, mais de l'autre côté, combien de terroristes ont été tués? Vous savez que la terreur des terroristes, c'est dans tous les pays. Hein, ils ont attaqué, y compris les États-Unis d'Amérique. Les seuls pays, je crois, où il y a eu un affrontement, où les terroristes ont été vraiment maîtrisés, c'est la Russie. Hein, avec la Tchétchénie, les Tchétchènes avaient pris des otages. C'est les seuls. Sinon, les États-Unis, il n'y a pas eu de riposte contre les terroristes en Amérique même. Il a fallu qu'ils aillent en Afghanistan et même là, et en Irak. Et même là, nous avons vu que les États-Unis sont allés pour attaquer l'Afghanistan, les États-Unis n'étaient pas seuls. Ils sont allés avec toute l'armada de l'OTAN, y compris en Irak, avec toute l'armada de l'OTAN. Donc, ils ont joué. Voilà.
Donc je veux dire que on ne peut pas dire que face aux terroristes, que peut-on faire? Face aux terroristes, que peut-on faire? On y reviendra, professeur, dans quelques instants. On va recevoir très rapidement un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, allez-y pour votre intervention. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ok, merci. Moi, je suis Ousmane Sagara depuis Kouraville, États-Unis. Allez-y. Alors, moi, je commencerai par dire que l'eau naturelle est incolore, inodore et sans saveur. C'est ce qu'on a appris et c'est ce qui est normal. Maintenant, si Tiani sort aujourd'hui et dit nommément ces trois personnalités sont complices, c'est que là, c'est preuve. Et il a dit, après avoir fait le tour des différents sites de l'attaque. Donc, comme le disait le prédécesseur, personne n'a encore démenti, sauf que au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont appelé l'ambassadeur pour consultation. Et là, paraît-il, ce qui est ressorti de l'interview, c'est vraiment à revoir. Bon, le représentant, sinon le porte-parole du gouvernement béninois a parlé, mais il a fait, on dirait, un défi, une comparaison entre son pays et les autres pays. Il n'a pas répondu effectivement à l'accusation de Tiani. Il dit non, le Bénin est le premier de la classe par-ci par-là, mais il n'a pas évoqué. Donc ça veut dire que il est parti un peu à côté pour ne pas répondre directement à Tiani. Donc, l'accusation de ces gens-là, si Tiani le dit aujourd'hui, c'est que là c'est preuve. Pour la France, le professeur a parlé qu'ils n'ont pas donné un seul blanc, ce n'est pas les Français par-ci. Oui, ok. Mais vous vous rappelez du discours du général français? Il dit que les pays de l'Est vont regretter parce qu'ils ont pris leur distance vis-à-vis de leurs colonisateurs, de leurs chefs. Donc ils vont regretter. Je pense que vous vous souvenez de ce discours, professeur. Et faisons un peu revenir à la géopolitique. La géopolitique, c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça, vous le savez. Souvent, c'est quelque chose un peu caché, ce n'est pas du tout transparent. On voit loin. Donc, il nous faut vraiment revoir la leçon de géopolitique. Je ne vous apprends rien, mais quand même, dire que les preuves palpables ne sont pas là, ceci ne sont pas... Non. Faites une analyse et vous allez voir ce qui se passe en réalité dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Merci Ousmane Sagara de nous avoir appelés. Alors, la suite de cette émission, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que le président Tiani, à travers cette sortie, vous a-t-il rassuré ou inquiété à travers son message, Monsieur Folikbo? Moi, je dirais plutôt qu'il n'est pas question de rassurer ou d'inquiéter. Il est tout simplement question de rappeler la menace permanente qui pèse sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il avait dit, il a répété, et ceux qui peuvent comprendre le message l'ont compris. Ceux qui veulent jouer à la politique de l'autruche continuent donc de mettre la tête dans le sable, mais la menace est là. Et c'est là où moi, j'ai beaucoup apprécié le message du général Tiani, notamment, nous sommes face à une situation que chacun de nous doit en principe prendre aujourd'hui en compte comme quoi il s'agit d'une menace collective, pas seulement concernant le peuple du Niger, pas seulement concernant le peuple du Togo, pas seulement concernant le peuple du Bénin. C'est une menace collective et nous devons prendre
conscience de cela et de façon collective agir ensemble. Bon, certains vont toujours dire oui, il essaie de faire une fuite en avant parce que il est dépassé par les situations. Disons-nous quand même une chose. L'insécurité dans toute l'Afrique de l'Ouest a commencé depuis 2011, si nous suivons très bien la chronologie des faits. Depuis 2011, quand l'OTAN a bombardé la Libye et que toute la horde de malfaiteurs que l'OTAN a déversé en Libye a eu donc à se replier vers le sud. Bon, donc l'insécurité a commencé à partir de ce moment-là. Encore que je dois peut-être faire ce rappel très nécessaire. Tout cela était planifié par l'Occident. C'est planifié, ce n'est pas un fait du hasard, c'était planifié. Il suffit d'aller lire les ouvrages de Paul Hutchinson, The Clash of the Civilization. Il suffit d'aller lire ça pour comprendre de quoi il est question. Il suffit d'aller lire les ouvrages de Brzezinski, donc le maître de Paul Hutchinson, pour comprendre que tout cela est planifié. Donc la destruction de l'Afrique à partir de la Libye, c'est planifié. Bon, donc le peuple du Niger, le peuple du Mali, le peuple du Burkina Faso, mais ils se retrouvent devant un fait accompli et ils font de leur mieux pour surmonter à ces menaces-là, à ces attaques-là. Bon. On ne peut pas s'attendre que des plans de guerre que les Occidentaux, notamment l'OTAN, a préparé depuis des années contre ces pays-là, ces plans de guerre qui se déroulent, que le général Tchiani, le général là-bas au Mali, que du jour au lendemain, qu'ils arrivent donc à neutraliser tout cela. Ce n'est pas, c'est pas faisable comme ça. Bon, il faut quand même que les gens comprennent que nous sommes dans la défensive. Nous sommes dans la défensive et on doit donc accorder quand même le bénéfice du doute, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, nous allons mettre le pied dans le plat très rapidement puisque nous avons 3 invités. Alors, monsieur Amedodi, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que le Niger est en sécurité qu'avant le coup d'État? Puisque, d'après vos analyses, il y a eu un échec en matière de sécurité. Je dis que le Niger n'est pas en sécurité. J'ai donné 2 éléments tout à l'heure. Si pendant les 2 années de son mandat, c'est-à-dire de juillet 2023 jusqu'à juillet 2025, les forces de sécurité et de défense nigériennes ont enregistré plus de 1400 décès. Les 2 années qui ont suivi, qui ont été pendant lesquelles Bazoum avait dirigé le pays et où ces militaires qui ont pris le pouvoir ont dénoncé ou bien disaient qu'il y avait des problèmes sécuritaires qui les impactaient, on dénonce une centaine de décès ou en tout cas d'attaques
des mercenaires qui ont causé les décès des forces de sécurité. Photo. Les amis, nous sommes tous dans une démarche scientifique. Nous ne sommes pas là pour venir parler, pour faire plaisir à ceux qui, j'allais dire, au panafricanisme 2.0. Parlons factuel. Je vous donne les chiffres. Il n'y a pas photo. Entre 1400 décès et 100 décès enregistrés par Bazoum. Comment des militaires dirigent un pays? Ils disent qu'ils savent là où vient le problème et comment, et ils disent qu'ils ont les moyens pour les contrer. Comment se fait-il qu'en 2 ans, eux, ils ont pu enregistrer 10 fois plus de décès que leur prédécesseur qui est toujours en prison? Les amis, si nous ne sommes pas prêts en tant qu'Africains à exiger de nos dirigeants des résultats, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je sais que géopolitiquement, des pays peuvent encore chercher à mettre la main sur nos ressources. Mais cela ne nous autorise pas à verser dans le complotisme et fuir nos responsabilités, ou en tout cas jouer à la politique de l'autruche. Soyons sincères et francs. J'allais répondre également à notre ami qui nous a téléphoné tout à l'heure. Nous parlons des pays de l'AES. Ça fait au moins 1 an, voire plus. Professeur Pinipini, vous en avez parlé ici. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Les militaires savaient que les frontières entre leurs pays étant une passoire, il fallait une coopération militaire des 3 pays. Le bilan de cette force unifiée, est-ce qu'on peut l'établir aujourd'hui? Les amis, je vous dis, ne nous laissons pas berner, parce que ce dont nous parlons, ce sont des civils qui sont tués tous les jours. J'ai dit 1400 militaires. Le nombre de civils déplacés entre le premier, j'ai mis les statistiques aujourd'hui, les 6 premiers mois de l'année 2025, c'est un demi-million de Nigériens qui sont déplacés à l'intérieur de leur pays. On ne parle pas de ceux qui essaient de traverser le désert algérien, qui meurent dans le désert. On ne parle pas des filles qui sont violées. On ne parle pas des enfants qui sont déscolarisés. On ne parle pas des rapes. On ne parle pas des confiscations des cheptels. Les amis, faisons le point. Vous voulez qu'on parle du factuel. Parlons du factuel. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas rassuré par les propos du général Tiani. Pour faire aller ou bien pour faire appel à leurs partenaires russes parce qu'une centaine d'assaillants ont attaqué un aéroport. Les amis, vous imaginez la chose? Où se trouve l'armée? Hein? Moi, je crois que ce sont des gens qui sont même venus, ils l'ont dit, avec des motos. Sur une moto, quel type de munitions, quel type d'armes sophistiquées on peut tirer sur une moto? Ce sont des Kalachnikov. Donc, les amis, soyons sincères. Ne discourons pas pour faire plaisir à nos frères et amis de l'AES. Disons les choses, posons clairement les choses. Ces militaires-là, je peux le comprendre, ok? Même s'ils sont bourrés de bonne volonté, ils ont malheureusement failli. Économiquement, vous parlez du franc CFA. Professeur Pinipini, créer une monnaie, la mettre en circulation et veiller à ce que la monnaie garde sa valeur. Est-ce que ça s'apprend sur les bancs des militaires au même moment où on apprend à manier les armes? Donc, il faudrait que nous soyons responsables. Les militaires, même de bonne volonté, on l'a vu dans beaucoup de pays d'Afrique, une fois que vous prenez, je vais vous laisser, monsieur Folico, je vais vous laisser. Peu de bonne volonté, peu de bonne composition. Si ce n'est pas votre domaine de compétence, entourez-vous des gens
compétents qui pourraient vous conseiller à faire fonctionner le pays. Dans En le cas du Niger, 30 secondes, s'il vous plaît. Merci, j'en ai bien monsieur Amidodi. Alors, je voyais monsieur Folikpo réagir très rapidement. Je vais revenir à vous dans quelques instants. Monsieur, professeur Pinipini, quand on voit la situation actuelle du Niger où les dernières attaques qui ont eu lieu au cours de la semaine, et surtout à l'aéroport, on voit que nos confrères de la presse en ligne qui viennent d'écrire qu'il y a eu une sortie du Bénin aussi. Mais est-ce que les populations civiles sont suffisamment protégées avec ce discours du général Tiani? Ce n'est pas le discours qui peut protéger des gens quand même. Le discours explique une situation mais ne protège pas. Ce qui protège, ce sont les militaires. Je voudrais dire d'ailleurs, par rapport à ce que disait notre prédécesseur là, que sous Bazoum, il y avait que 100 militaires tués, que maintenant il y en aurait 1000. D'abord, j'ai demandé qu'on nous dise combien de l'autre côté des terroristes ont été tués. Mais disons, donc si on met Bazoum, on remet Bazoum au pouvoir, ça veut dire à ce moment-là, la situation va devenir normale. Bazoum va aller sur le front et se battre. Il a avec l'armée. Parce que se battre quand même, c'est cette armée qui est là au pouvoir, ce sont ceux qui se battent. Donc maintenant, on va prendre Bazoum, on le remet au pouvoir et voilà, la situation va se calmer. Tous les militaires, tous les terroristes, alors dans ce cas-là, il est avec les terroristes, tout simplement. D'ailleurs, c'est ça qui est dit. Donc, je voudrais dire qu'on doit être sérieux. Si l'Europe aujourd'hui a été calmée puis la vie des terroristes, c'est parce que leur foyer, le foyer du terrorisme qui était l'État islamique et la Syrie, et l'Irak, surtout l'État islamique, a été défait. Donc, et grâce aux Américains. Donc, les Américains sont allés défaire l'État islamique. Et dès lors que l'État islamique a été défait, il n'y a plus eu de base arrière et les gens, le terrorisme a été vaincu en Europe. Autrement, jusqu'à aujourd'hui, il y en aurait, hein, ne vous en faites pas. Hein. Le grand problème là-bas, au Sahel, c'est justement ce foyer de terrorisme-là, qui n'est pas au Sahel, on sait dire, il est dans les États voisins. C'est là qui ont été nommés. Et ces foyers, ils ont libre cours, ils peuvent faire. Ce sont des terroristes. Les terroristes, vous allez faire quoi? C'est pas une guerre ouverte. C'est pas une guerre contre un État. C'est pas ça. C'est des terroristes. Les terroristes, ils viennent, ils se font de vos amis, ils viennent là-bas, ils sont avec vous depuis le matin jusqu'au soir, de janvier en décembre, mais avec le projet de vous faire du mal. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais professeur, c'est pour ces raisons que le général Tiani a pris le pouvoir sur les situations sécuritaires. Mais c'est ça, c'est ce qui se fait. Je dis simplement que maintenant, le grand problème, c'est le foyer. Et lui, ce qu'il dit, il a bien dit que le foyer du terrorisme, il a cité. Ou sur le foyer de ce terrorisme-là, qui auparavant, on ne savait pas. On croyait que c'était simplement une affaire du Sahel. Maintenant, lui, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, aussi bien. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il faut savoir que ce qui est arrivé maintenant au Niger, mais c'est l'épisode 3 du plan de déstabilisation du Sahel qui a commencé avec le Mali. Vous vous souvenez, les fameux camions citernes qui ont été attaqués là, d'une façon extraordinaire. Donc, les camions citernes, toutes les colonnes étaient attaquées, brûlées, les chauffeurs tués, toute la population. Et après, ça a été l'épisode du coup d'État du 3 janvier dernier à Ouagadougou, là, qui a avorté. Maintenant, nous sommes à l'épisode 3 qui est arrivé à 3 jours. Donc, on voit qu'il y a une coordination par rapport contre ces États-là. Donc, ce n'est pas une affaire simplement du Niger tout seul. C'est les États du Sahel qui sont attaqués en permanence. Donc, on met la pression sur eux pour qu'ils puissent céder. On voudrait vraiment que la digue là puisse céder. C'est ça qui est là derrière. Que la digue du Sahel puisse céder, qu'il n'y ait plus cette tentative d'une riposte africaine vis-à-vis du néocolonialisme, que le néocolonialisme puisse prendre le dessus pour que l'Afrique puisse être détruite complètement. Vous savez, quand cette affaire de terrorisme avait commencé au Moyen-Orient là-bas,
moi, j'étais certain que ce qui se préparait, c'était contre l'Afrique en réalité. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. C'est l'Afrique qui a attaqué. Aujourd'hui, le monde entier, on peut dire qu'il est un peu plus ou moins calme vu la vie du terrorisme. Il n'y a que l'Afrique qui est dans des problèmes avec le terrorisme. Donc, c'est l'Afrique le peuple africain qui est attaqué. Donc, on ne peut pas dire, parce que l'Afrique étant affaiblie, l'Afrique étant vulnérable à souhait, mais tout peut lui arriver. Donc, c'est comme ça que le terrorisme là prend racine aujourd'hui en Afrique. Hein. Mais j'ai dit que face aux terroristes, et avec un foyer qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas de fait. Je veux dire, même c'est ce qui est arrivé au XVe siècle avec nos empires et nos royaumes. Exactement. Je vais terminer par là. Ça. Je vais terminer par là. 30 secondes. Nos empires et royaumes étaient. Mais il n'y avait pas une guerre conventionnelle. Les terroristes venaient de l'Europe avec le foyer. Leur foyer n'avait jamais été attaqué. Comme ça, ils ont continué contre l'Afrique et à prendre le dessus sur le tout. Aujourd'hui, il n'existe plus aucun royaume, aucun empire africain debout. Aucun. L'essentiel, c'est la protection, donc, c'est la protection des populations qui nous incombe aujourd'hui. Oui, mais justement, mais il faut de leur mieux. Je vais revenir à vous, professeur. Je vais revenir à vous. On a un téléspectateur, ami internaute, bonjour. Oui, bonjour, cher monsieur Amenika, et bonjour surtout aussi à nos compatriotes qui sont sur le plateau. Et moi, je remercie sincèrement monsieur Amedoudi pour son analyse très scientifique, parce que vous savez, aujourd'hui, notre peuple est entré dans une très grande confusion. Et donc, notre rôle est de contribuer à les éclairer. Et donc, naturellement, si vous prenez le pouvoir par les armes et que vous promettez à votre peuple la sécurité, il va falloir à un moment donné faire un bilan et faire en réalité ce bilan-là et dire à la population où vous en êtes. Et naturellement, on voit que par rapport au fait, les militaires, les jeunes qui ont pris le pouvoir, qui ont usurpé le pouvoir, sont en train de jouer. Et donc, ils ont construit leur narratif sur une stratégie de recherche de boucs émissaires. Donc, ils vont accuser les pays qui sont des pays voisins, alors que naturellement, pour lutter contre le terrorisme, il faut travailler ensemble. Et vous parlez de solutions, parce qu'il y a 2 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Ces militaires-là ne sont pas venus pour en réalité rassembler les Africains. Leur prise de pouvoir ne fait que diviser la sous-région. Les faits sont là, les faits sont têtus. Au niveau de la gestion du pouvoir, ils sont en train d'envoyer nos compatriotes en exil. Ils sont en train de mettre nos compatriotes en prison. Et ces putschistes-là n'ont rien de panafricaniste. Ils ne remplissent aucune condition panafricaniste édictée par Nkrumah, par les Dubois. Et donc là, je pense que ce qui leur est demandé aujourd'hui, et par rapport à leurs résultats un peu catastrophiques, est de débarrasser le plancher et de faire en sorte que le pouvoir revienne à des gens qui sont élus par le peuple du Niger, du Burkina Faso et aussi du Mali, pour que des discussions sérieuses et fraternelles se nouent avec les autres pays de la sous-région, pour qu'ensemble nous combattions le terrorisme et aussi nous nous soutenions dans le développement économique de la sous-région. Donc voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci de nous avoir appelés depuis la Suisse. Ça fait chaud au cœur de vous savoir. Nombreux à suivre. Monsieur Folikpo, on va terminer cette première partie très rapidement avec votre intervention. Est-ce que dans la sortie, puisque dans la sortie donc du général Tiani, on ne voit pas qu'il reconnaît ses erreurs et qu'il ne fait pas aussi des promesses, est-ce que son message a été suffisamment clair et précis selon vous? Oui, moi, à mon avis, son message est assez clair. Notamment, le général Tiani a eu à indiquer d'où vient le problème de l'insécurité chez lui au Niger, notamment
ce n'est pas l'insatisfaction de la population au Niger qui est la source de l'insécurité. L'insécurité est fabriquée depuis l'extérieur et est introduite donc dans le pays par personne interposée, par organisation interposée. Donc le général Tiani est suffisamment clair là-dessus, notamment si nous voulons résoudre le problème de l'insécurité dans nos pays. Il ne suffit pas tout simplement de dire, bon, on va abattre 10 ou 20 terroristes ici ou là, et puis le problème est réglé. Non. Il faut savoir qu'il s'agit d'une organisation, il s'agit d'un réseau, de tout un réseau télécommandé depuis l'extérieur. Bon, donc, là, le message est clair. Notamment, il ne suffit pas tout simplement de dire tapons sur 10 ou 20 terroristes là-bas à l'aéroport de Niamey et puis le problème est résolu. Non, mais qui sont les commanditaires? Qui sont derrière ces gens-là? Comment s'organisent-ils? Qui les finance? Bon, donc, il faut donc voir tout ce réseau-là. Et secondo, il faut que nous, les Noirs, nous commencions finalement à comprendre quelque chose. Et nous ne devons plus continuer de considérer que nous sommes, je sais pas comment dire, nous sommes les bienvenus ou bien les bien aimés ici ou là. Alors, on fait des alliances ici, on fait des alliances là, et ces alliances-là peuvent nous protéger. Je viens d'écouter l'intervenant comme quoi, oui, si Bazoum quand Bazoum était là, les choses n'étaient pas aussi pires que ça. Et depuis que Bazoum est parti, les choses se sont empirées. Bon, est-ce que l'alliance que Bazoum avait nouée avec les gens à l'extérieur peut garantir la sécurité au peuple malien et à tout le Sahel sur le long terme? Ce sont là les questions que nous devons, nous, en tant que Noirs, que nous devons nous poser. Il ne suffit pas de dire, ah oui, je suis en bon terme avec la France. La France qui me promet la sécurité. Je suis en bon terme avec la Russie. La Russie qui me promet ceci et cela. Alors, je considère que ma sécurité est garantie. Mais non, il nous faut nous-mêmes commencer à nous demander. Pardon? Vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, il nous faut commencer à nous demander, bon, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour notre sécurité? Bon, et si nous constatons aujourd'hui que nous sommes en proie à des attaques venant de l'extérieur, eh bien, nous devons donc commencer à nous dire, quelle est notre politique de sécurité au niveau national et au niveau régional? Il ne suffit pas tout simplement de dire oui, nous fions à tel régime
parce que le régime là a noué telle et telle alliance avec tel partenaire. Nous devons dépasser cette façon de voir les choses. Merci, Monsieur Folikbo. Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour, vous êtes sur Afro Web TV. Oui, bonjour. Je voulais poser une question. Allez-y. Vous m'entendez là? Oui, parfait, vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Ok. Alors moi, je voulais poser une question au monsieur qui comparait le nombre de décès au temps de Bazoum et celui d'aujourd'hui. Alors, je veux savoir si Bazoum avait une autre armée à part l'armée de Tchad aujourd'hui. Je pense que Bazoum était le président qui est parti, c'est la même armée qui était là au temps de Bazoum. Est-ce qu'il peut me répondre pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de décès? Oh, il va vous répondre. Merci de nous avoir appelés. Ok, merci. Je pense que la question est pour Monsieur Amedodi. Alors, vous allez répondre pour qu'on puisse terminer cette première partie rapidement et revenir dans 30 secondes. Alors, Monsieur Amedodi, répondez. À notre ami qui vient de poser la question, je vais lui dire qu'il y a un proverbe, je crois africain, au Togo on le dit souvent, que lorsqu'on ne sait pas courir devant une catastrophe ou bien oui, devant une menace, il faut au moins savoir se cacher. Moi, je dis que Bazoum, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, a su, à sa façon, résoudre, ou en tout cas essayer de résoudre le problème sécuritaire, que les militaires prétendent mieux résoudre et qui ne sont pas arrivés. Les amis, je vous ai cité les chiffres. Professeur, vous êtes scientifique de formation et de profession. Entre 1400 décès, vous me posez la question, et de l'autre côté, des assaillants ou bien des terroristes, combien en ont-ils tué? Moi, je suis africain. Je ne Oui, peux pas me résigner. comme Je ne ça, peux ça pas, sera monsieur équilibré. Pinipini. Donc, Attendez, si, vous parlez d'équilibre. non, attendez, Moi, je parce ne que suis pas là pour faire des décombres pour être, macabres. non, Attendez, attendez, monsieur pour Pinipini, être vraiment laissez-moi scientifique, répondre. il faut Je ne suis pas les là. deux tableaux. C'est Il ça. faut les deux C'est tableaux. ça. Ok, je vous réponds. Sinon, il Voilà. n'y a pas de C'est ça. scientifique. Monsieur, professeur Pinipini, Maintenant, qu'il donne l'autre tableau. Je dis, C'est ça. je dis, attendez. Professeur Pinipini, on va le laisser terminer en 1 minute et on va revenir juste après, s'il vous plaît. Parce qu'on m'a posé une question. On m'a posé une question de savoir, est-ce que Bazoum avait une autre armée qui permettait de mieux lutter contre l'insécurité? Je dis que la méthode Bazoum semble beaucoup plus performante que celle que les militaires, qui justement reprochaient à Bazoum d'être en défaite vis-à-vis des djihadistes. Mais Bazoum, finalement, il a mieux réussi que les militaires. Les militaires, eux, au moins, ils savaient pourquoi vous prenez le pouvoir. Attendez, pourquoi les militaires ont-ils pris le pouvoir alors qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas résoudre le problème? C'est la question du bilan. Après 2 ans, bientôt 3 ans de règne, mon ami qui a pris depuis la Suisse, qui a téléphoné tout à l'heure, demande aux militaires de dégager le plancher parce qu'ils n'y arrivent pas. Vous avez pris des engagements. Depuis quand les élections. Merci infiniment à vous. On va faire la pause très rapidement. Vous êtes tous. Je voudrais terminer, si c'est possible, je voudrais dire quelque chose avant de finir, c'est possible. Je termine. Monsieur Moïse, je vais terminer en disant 30 secondes. ceci. Je vais terminer en disant ceci. Vous me faites rigoler, les amis. Vous dites que les États-Unis, première puissance militaire au monde, ont pu résoudre le problème de terrorisme en Europe. C'est un mensonge. Depuis quand vous avez vu un problème être résolu par des armes? Vous êtes africain, vous ne fabriquez même pas un rayon de vélo. Avec vos petites ressources dont vous disposez, vous allez encore acheter des armes. C'est ces pays-là. Dites, vous venez vous nuire. Vous venir tuer vos propres concitoyens. Et vous vous applaudissez. Monsieur Pinipini me demande
Bien, est-ce que le militaire tué, pour que eux, ils déplorent 1400 tués parmi eux? C'est pas honteux? Attendez, il faut être raisonnable. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Nous allons faire une pause de 30 secondes. Vous comprenez que les tensions, il y a un peu de tension pour ces débats contradictoires, surtout équilibrés sur Afro Web TV. C'est ça aussi l'ambiance de la diaspora. L'émission s'appelle Avis de la diaspora. On revient juste derrière pour évoquer donc d'autres angles concernant ce même sujet, et restez toujours des nôtres, ne bougez surtout pas. La ligne sera ouverte aussi pour vous dans quelques instants à l'autre. Moïse Agbenigan, on se retrouve juste après. C'est chaud. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine.